soirs sont bien au rythme de rencontres, d'échanges. la grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, Le grand lieu d'expression et de débat lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses À éclairer le présent et l'avenir. dans l'espace et dans le temps. J'ai juste 2 ou 3 mots pour introduire ce débat et ce qui nous a conduit à inscrire ce débat dans ces premiers rendez-vous de l'histoire. Une des questions que nous nous posions, c'était de savoir quel lien existait entre le théâtre et la politique, en règle générale, mais plus précisément entre le théâtre et le crime politique. Il nous a semblé donc intéressant de savoir s'il y avait un lien particulier, un lien privilégié entre le théâtre et la politique, entre le théâtre et le crime politique. Non pas que le théâtre soit né de la politique. On le sait bien, le théâtre, il est né dans d'autres circonstances, beaucoup plus liées à la vie religieuse, mais tout de même, on observe que dès les origines, une première apogée du théâtre est liée à l'expression du politique au sein de la cité grecque. Il y a là donc une première interrogation qui nous a paru intéressante de mettre en évidence autant que possible. Mais est-ce que ce lien entre théâtre et politique, on peut le suivre depuis les origines, sinon les origines du théâtre, mais disons depuis le moment où ce théâtre atteint une première apogée, depuis la cité grecque du 5e siècle? Est-ce que ce lien est continu jusqu'à nos jours ou est-ce qu'au contraire, il y a une discontinuité? Est-ce qu'il y a des moments privilégiés? Est-ce que l'on peut donner un sens à cette discontinuité ou à cette continuité? Et puis, il y a bien d'autres questions. Comment cet art du mensonge, ou en tout cas cet art de l'illusion, de la fiction, peut-il à sa manière rendre compte de la réalité tragique du crime politique, du crime d'État et de toutes les formes de l'oppression? Voilà, si vous voulez, quels sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés. Et pour répondre à ces questions, pour essayer d'y voir plus clair, nous avons donc réuni un certain nombre de spécialistes que Sylvain Bélanger va vous présenter. Bonjour. La composition de la table ronde a dû changer. Elle n'est pas tout à fait celle qui a été annoncée dans le programme. Elle sera menée par Anne Hubersfeld, ancien professeur à l'université de Paris 3, et dont les livres sur le théâtre et la mise en scène sont connus. Anne Hubersfeld enseignait le théâtre, pratiquant avec ses élèves l'art de la mise en scène, et je citerai uniquement Lire le théâtre en 1977, Victor Hugo en 1972, le roman d'Hernani pour le centenaire de Victor Hugo parmi ses publications les plus importantes. Claude Mossé, professeur émérite d'histoire grecque à l'université de Paris 8, spécialiste de la cité grecque à l'âge classique. Je citerai seulement 2 ouvrages, Athènes, histoire d'une démocratie en 1971 et La Grèce d'Homère à Échille en 1983, sans oublier le dictionnaire de la civilisation grecque, publié aux éditions Complexes. Gérard Fontaine n'est pas un historien, c'est un philosophe, spécialiste d'esthétique et d'opéra, commissaire d'une exposition qui a eu lieu à la Villa Médicis, dont le titre français est Songes et délires, sur les mises en scène d'opéra. Notre intervenant sur le théâtre contemporain, Gildas de Botterf, qui est directeur de la scène nationale à Laugrain, et qui, de 90 à 97, a dirigé la bien connue Association bourguignonne culturelle à Dijon. Maurice Sarr, qui a introduit le sujet, est professeur d'histoire ancienne à l'université de Tours. Il a été un des conseillers, le conseiller scientifique du Festival d'histoire. Je citerai son ouvrage L'Orient romain, publié en 1991. Et enfin, Sylvain Bélanger, je suis historien de l'art et directeur du Château de Blois. Alors, pour, si vous voulez, donner un peu la matière du débat, on a demandé à nos invités qui le souhaitaient peut-être de faire une petite présentation. Comme on n'oublie pas tout de même que même si on va parler beaucoup ici de théâtre et d'opéra, et donc d'illusions, de rêves, de fiction, malgré tout, ces rendez-vous sont les rendez-vous de l'histoire. Et l'histoire, c'est aussi une chronologie.
Et donc, si vous le voulez bien, on peut commencer par une sorte de petit tour de table pour que chacun nous dise comment il voit aux différentes époques où le théâtre a fleuri, comment il voit ces liens privilégiés entre théâtre et politique, théâtre et crime politique. Alors, je donne d'abord la parole à Claude Mossé, puisque à l'origine de tout se trouve évidemment le théâtre grec. Effectivement, théâtre et politique, c'est un titre qui convient particulièrement pour la Grèce ancienne et en particulier pour la cité qui a vu naître et se développer le théâtre, la tragédie et la comédie, c'est-à-dire Athènes. Il ne faut pas oublier, tout à l'heure, Maurice Sartre rappelait les origines religieuses de cette tragédie grecque, de ce théâtre grec. Et c'est vrai que c'est à l'occasion des fêtes en l'honneur de Dionysos qu'avaient lieu les représentations théâtrales. Mais ces représentations théâtrales, elles se déroulaient devant tout le peuple réuni, tout le démos, tout le peuple des citoyens athéniens, par conséquent. Ça se présentait sous la forme d'un concours et c'était les magistrats de la cité qui présidaient en quelque sorte à ceux qui avaient effectivement une fonction politique et qui décernaient le prix à celui qui avait présenté la meilleure trilogie, c'est-à-dire l'ensemble de trois pièces, suivies également d'un drame satirique. Ces représentations faisaient partie de la vie de la cité, comme la religion d'ailleurs faisait partie de la vie politique de la cité, et l'expression en quelque sorte, on pourrait presque dire, sur le théâtre, dans la représentation de cette présence de la cité, c'était non seulement les citoyens sur les gradins du théâtre, mais c'était également dans la constitution même, dans la forme même de la pièce, le rôle que jouait le chœur qui était censé représenter justement la cité, même si, comme on l'a souligné paradoxalement, dans les œuvres des trois grands tragiques, du moins dans celles qui nous sont parvenues, et le chœur n'est pas, oui, très exceptionnellement composé de citoyens adultes, et que on y voit s'exprimant des femmes ou des vieillards, c'est-à-dire des gens qui théoriquement n'appartenaient plus ou ne participent, enfin les femmes effectivement à la vie politique, et les vieillards pratiquement étaient non pas exclus de la vie politique, mais tout de même ça n'était pas le citoyen adulte qui représentait véritablement le démos. Mais cette présence du chœur face aux acteurs dont le nombre a cru au cours du 5e siècle, d'Échille, le plus ancien de nos grands tragiques, jusqu'à Euripide. Il y avait donc un débat, une sorte de dialogue qui s'instaurait entre les acteurs et le chœur. Mais le rapport théâtre et politique, et le rapport en particulier crime aussi et politique, dans le théâtre athénien, allait encore plus loin que cet aspect, je dirais presque concret, pratique, réel, de cette insertion du théâtre dans la vie politique, et qui explique d'ailleurs que ce théâtre soit né avec l'instauration d'un système démocratique qui faisait participer précisément l'ensemble des citoyens à la vie politique de la cité. C'est que, les deux grands mythes qui ont été portés sur le théâtre par les grands tragiques du 5e siècle, c'est le mythe des Atrides et c'est le mythe des Labdacides. Autrement dit, une série de crimes. Les Atrides, c'est le crime d'Atrée lui-même d'abord, c'est ensuite Agamemnon sacrifiant sa fille, c'est après Clytemnestre assassinant Agamemnon, puis Oreste vengeant le meurtre de son père en assassinant Clytemnestre et l'amant de celle-ci, Égiste. C'est donc toute une série de crimes, n'est-ce pas, qui apparaissent au sein d'une affaire de famille. Même chose pour les Labdacides, c'est-à-dire la famille d'Œdipe, puisque Œdipe tue son père sans savoir que c'est son père, mais ensuite finalement porte sa main sur lui-même, et puis les deux fils d'Œdipe luttent l'un contre l'autre pour le pouvoir à Thèbes, et puis enfin Antigone, en ensevelissant l'un de ses frères, c'est-à-dire celui qui a été considéré comme étant le traître à la cité de Thèbes, est à son tour condamné à une mort atroce. Toute une série de drames qui peuvent apparaître à première vue comme des drames familiaux, et vous savez tout ce qu'on a pu faire précisément autour du mythe d'Œdipe, le fameux complexe d'Œdipe, etc. Mais en réalité, quand on approfondit, et ici, bien entendu, des gens beaucoup plus compétents que moi, comme Pierre Vidal-Naquet ou Jean-Pierre Vernant, auraient pu analyser, mais on pourrait y passer la journée entière, analyser ce rapport entre le théâtre, la politique et le crime politique. Il est vrai que dans ces crimes, dans ces meurtres qui marquent l'action de ces grandes tragédies, il y a tout de même entre précisément le héros qui est porté sur le théâtre, le héros,
qui est l'acteur principal, que ce soit Oedipe, que ce soit Antigone ou Créon dans le mythe des Labdacides, que ce soit dans la fameuse Orestie d'Échille, successivement Agamemnon, Clytemnestre, Oreste et Électre, et enfin le jugement final d'Oreste, le héros tragique, entre le héros tragique et précisément la cité, il y a une sorte de conflit de valeurs, et par conséquent, ce crime qui est accompli dans le cadre d'une structure familiale, de vengeance familiale en quelque sorte, ce crime en même temps va à l'encontre des valeurs de la cité. C'est-à-dire que le héros tragique est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, met en question les valeurs de la cité. Le travail du poète, en quelque sorte, consiste à opposer précisément les valeurs de la cité à ce héros tragique. Et on en a évidemment l'exemple le plus mieux connu, et celui qui d'ailleurs a suscité bien des discussions et bien des débats, c'est le sort d'Oreste. Oreste, matricide, qui a donc tué sa mère et qui, fuyant devant les furies vengeresses, arrive à Athènes, et là, à Athènes, va se dérouler le procès d'Oreste. C'est-à-dire que on voit dans l'Orestie d'Échille se substituer, en quelque sorte, à la vengeance privée au sein de la famille, se substituer le droit de la cité, puisque c'est Athéna qui instaure le premier tribunal, le tribunal de l'Aréopage, qui va juger Oreste. Et on a beaucoup discuté justement sur le sens politique que pouvait avoir cette intervention du tribunal de l'Aréopage, qui affirme la justice de la cité face aux crimes de caractère privé, parce que à peu près au même moment où Échille faisait représenter lors des concours dionysiaques cette Orestie, eh bien, précisément, la cité connaissait à ce moment-là une période de crise assez grave, qui se traduisait par le fait qu'un homme politique, Éphialte, avait obtenu de priver l'ancien tribunal, enfin l'ancien conseiller aristocratique de l'Aréopage, d'une partie de ses pouvoirs pour l'attribuer au tribunal populaire. On est donc là, évidemment, dans un contexte politique. Est-ce que Échille prend position pour ou contre cette mesure à l'encontre de l'Aréopage? On a beaucoup discuté sur la question et je n'entrerai pas dans le débat. Mais vous voyez que, en mettant, en quelque sorte, le procès d'Oreste sur la scène, eh bien, il était bien évident qu'il y avait allusion à la fois à ce que pouvait être le jugement ou la répression de l'homicide dans la cité, puisque les premières lois, les plus anciennes lois d'Athènes, ce sont des lois sur l'homicide, les lois de Dracon, par exemple. Il s'agissait donc en instituant des lois contre l'homicide, d'affirmer en même temps l'autorité de la cité et le droit de la cité. Et on voit, à travers le théâtre, on voit ce débat, ce conflit, cette affirmation des valeurs politiques de la cité face, évidemment, à ces crimes. Mais il y a une évolution quand même entre Échille, si vous voulez, et Euripide, le dernier des trois grands tragiques. Et dans cette évolution, on voit justement comment les problèmes politiques qui se posent à la cité transparaissent à travers le théâtre. Le fameux dialogue d'Antigone et de Créon, on a pu l'interpréter comme l'opposition de la liberté à la tyrannie, qui est un des grands thèmes de la pensée grecque, athénienne surtout, du 5e siècle, puisque le 5e siècle, c'est tout. En effet, la démocratie s'est développée au moment qui a suivi la chute des tyrans, la chute des fils de Pisistrate. On a donc tout un contexte politique qui est constamment présent dans le théâtre grec. Et encore une fois, il y a une quantité d'autres problèmes que je n'ai pas le temps ici d'évoquer, mais peut-être dans la discussion. Oui, on y reviendra, je pense, dans la discussion. Donc on le voit bien, le théâtre, dans cette première apogée du 5e siècle, est directement lié, d'une manière ou d'une autre, aux problèmes politiques qui agitent la cité, y compris donc le crime politique. Est-ce que cette situation se retrouve dans le théâtre plus récent, à la fois le théâtre classique du XVIIe siècle, ou le mélodrame romantique, ou le théâtre contemporain à Nubersfeld? Oui, je ne parlerai pas du théâtre classique, parce que je ne vais pas parler de tout, mais j'aimerais parler de ce qui se passe au XIXe siècle. Et bon, il s'est passé à la fin, c'est très étrange, mais il s'est passé à la fin du XVIIIe siècle quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on a tué le roi. On a tué le roi, on a tué Louis XVI. Et ça a été perçu, psychiquement, si j'ose dire, comme une espèce de parricide. On a tué le papa de la nation. Et le mélodrame, qui commence à ce moment-là, devient un genre populaire. Or, le mélodrame raconte toujours la même histoire. Toujours. Tous les mélodrames racontent la même histoire. Voilà, on a fait des bricoles à papa, on l'a mis en prison, on lui a enlevé ce qu'il possédait, on l'a blessé, on l'a tué, et il faut rattraper ça. Alors, tout le mélodrame
Et c'est le travail du héros pour lutter contre le traître qui a fait tout ça, parce que il y a un traître qui a fait tout ça. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit dans le mélodrame le motif politique éliminé. Ce n'est pas un malheur politique qui a fait ça. C'est la méchanceté du traître. Mais il faut rattraper ça et c'est le justicier qui rattrape ça. Alors lui fait régner l'ordre. On redonne, non pas au père en général on peut pas, le père, il est hors champ, mais de ses enfants, sa famille, sa femme, on leur redonne ce qu'ils possédaient. On marie les enfants et l'ordre est rétabli. On a racheté quelque part la mort du père. Alors ça marche, et c'est assez étrange de le constater, ça marche jusqu'à une date assez précise. Ça marche pratiquement, les grands mélodrames, ça s'arrête en 1820. Et je dirais que ça s'arrête pour une raison qui est une raison historique. Ça s'arrête au meurtre du duc de Berry le 13 février 1820, quand le dernier héritier des Bourbons, parce qu'on ne sait pas encore que sa femme porte un futur héritier, le dernier des Bourbons est tué devant l'opéra par un républicain enragé. Et à partir de ce moment-là, apparaît un autre thème de la violence politique dans le théâtre, et c'est le régicide. Alors ça a une caractéristique, c'est que le régicide, il parcourt, si l'on peut dire, tout le drame romantique. Mais il n'aboutit pas. Ou s'il aboutit à rien. Comme dans le Lorenzaccio de Musset. On a tué le tyran, mais il est immédiatement replacé sans délai par le même vue de dos. Alors c'était pas la peine de s'énerver. Pourquoi? Pour des raisons très fortes. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de mouvement populaire possible. Et sur ce point précis, il n'y a pas de mouvement populaire, il y a quelque chose d'intéressant qui nous permet de toucher du doigt. Vous m'excuserez, je survole des problèmes un peu différents, mais on verra en discuter. Il y a un phénomène de censure ou d'autocensure. Parce que il y a dans le Lorenzaccio de Musset, qui n'a pas été écrit pour le théâtre, mais qui a fini par être joué quand même, une scène très remarquable, qui est la scène 6 de l'acte 5, et qui raconte la révolte des étudiants et le massacre des étudiants. Or, cette scène, au moment où Lorenzaccio est édité en 1834 et réédité en 1843, lors de la réédition de 1843 sous le Second Empire, la scène s'est envolée, supprimée la scène de la révolte des étudiants. Seul mouvement populaire, alors que, comme le dit Lorenzo lui-même, il n'y a pas de peuple capable d'assumer un mouvement populaire dans ces années. Et de façon générale, le régicide, dans le drame romantique, il est toujours rêvé, il n'est jamais exécuté. Alors il y a un exemple tout à fait beau, qui est le Cromwell de Hugo. Parce que dans le Cromwell de Hugo, on voit se manifester le passage de la thématique du roi exécuté, en l'occurrence c'est Charles Ier d'Angleterre, dans l'histoire de Cromwell, mais c'est l'image de la mort de Louis XVI. Et on voit passer un régicide qui ne peut pas avoir lieu, celui de Cromwell. Il y a tous les conjurés qui veulent le tuer, puis personne ne peut le tuer. Finalement, personne ne le tue. Et si on le tuait, ça ne changerait rien. Alors, d'une manière très intéressante, donc, on voit évoluer le meurtre politique de la mort, du meurtre révolutionnaire, si l'on peut dire, de la mort du roi, la mort révolutionnaire du roi et de son rattrapage, au régicide qui n'aboutit pas. Et puis, c'est Hugo lui-même qui est l'un des pivots de la chose. Vous vous apercevez qu'il y a une troisième forme de violence politique qui apparaît. C'est la mort par décision de justice. Et il est très intéressant de voir apparaître dans cette pièce qui est probablement la meilleure pièce de Hugo, probablement la meilleure pièce du drame romantique, qui est Marie Tudor. Dans Marie Tudor, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux hommes qui sont en prison pour une tentative de régicide qui n'ont pas faite, en fait. Ni l'un ni l'autre. Ils sont tous les deux en prison. Il y en a un qui est coupable d'un meurtre. L'autre est parfaitement innocent. Jusqu'au dernier instant, on ne saura pas lequel est exécuté. Lequel va être exécuté, lequel est exécuté. On ne le saura pas jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est la démonstration
de l'inutilité du meurtre par décision de justice. C'est le plus fort plaidoyer contre la peine de mort. Et on voit là, si vous voulez, l'instance politique de la violence au théâtre se transformer en plaidoyer contre la peine de mort. Finalement, Hugo lui-même hésite entre les deux dénouements. Son premier dénouement, c'était l'innocent, qui passait à la casserole. Et l'autre était gracié par la volonté du prince, c'est-à-dire de la princesse. Et dans la version définitive, pour la scène, Hugo n'a pas osé. Il avait peur d'une espèce de révolte de l'opinion, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il a fait survivre l'innocent, alors que le meurtrier, lui, est exécuté. Et vous voyez, cette hésitation même, jusqu'au dernier instant, entre les deux morts, par fait de justice, est une espèce de démonstration de l'inutilité de la peine de mort. Avant de continuer peut-être sur le théâtre très contemporain, vous venez de montrer à quel point on meurt beaucoup au théâtre, mais c'est un des ressorts de l'action, il est vrai, on meurt même politique. Est-ce que dans l'opéra, Gérard Fontaine, est-ce qu'on retrouve aussi, est-ce qu'on meurt politique? Est-ce que cette expression de l'assassinat politique se retrouve facilement dans l'opéra? Et puis on reviendra peut-être ensuite sur le théâtre très contemporain, puisque... Alors le rapport... J'ai l'impression que le rapport entre l'opéra, la politique et le crime politique se présente de façon un peu différente de la manière dont il se présente au théâtre. D'abord, l'opéra est un art qui ne repose pas sur le langage fondamentalement, contrairement au théâtre, qui repose sur la musique. Et un langage qui passe par la musique, mais qui n'est pas présenté en tant que langage. C'est-à-dire qu'à l'opéra, le langage, d'abord, contient des mots très importants, des mots qui piègent l'imaginaire, comme amor, dolor, libertà, je ne sais pas, des mots très sonores qui vous accrochent quand vous entendez un opéra. Mais pour l'essentiel, le texte est traité comme une espèce de matériau sonore. D'abord pour des raisons simplement techniques, c'est que de chanter un texte d'opéra en faisant passer les paroles est une chose extrêmement difficile et que la plupart des chanteurs se contentent d'émettre des sons, je dirais un tissu, en faisant d'abord et avant tout passer la musique. Et ceci dit, un compositeur qui connaît son métier sait qu'il y a des mots quand même qui doivent ressortir. Et le texte en général, la musique, je veux dire, le texte musical est conçu de telle sorte que certains mots soient mis en valeur et c'est cela qui importe. C'est d'ailleurs très intéressant de lire de ce point de vue les livres. Deuxième remarque que je ferai à propos de langage et opéra, c'est que quand vous lisez un livret sans tenir compte de la musique, en général, il vous paraît absurde. Ça n'est d'ailleurs pas anormal, c'est tout à fait normal qu'un livret vous paraisse absurde parce que c'est le texte d'un rêve. L'opéra, c'est un rêve éveillé en musique. C'est quand vous êtes à l'opéra, Voltaire le disait admirablement, finalement beaucoup mieux que je ne saurais le dire. Il disait l'opéra c'est le pays des fées. Effectivement, vous êtes là dans un monde, enfin vous avez face à vous plutôt. Vous n'êtes pas dans ce monde, vous êtes face à un monde où les choses ne se déroulent pas comme dans la vie quotidienne, et c'est même le sens même de l'exercice. Alors vous avez donc un rêve éveillé qui ne passe pas par le langage fondamentalement, et par conséquent où la politique en tant que discours politique ne passe pas. C'est évident que à l'opéra, vous n'avez pas de possibilité d'exposer des thèses politiques de façon très, très développée. En revanche, vous avez une charge politique considérable qui peut s'exprimer à l'opéra. D'ailleurs, l'opéra, dans toute son histoire, l'opéra a été soit utilisé consciemment, soit de facto utilisé à des fins politiques. Je prendrai quelques jalons comme ça, puis on en reparlera si vous voulez. Prince de la Renaissance, quand l'opéra est né à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, le premier opéra de l'histoire dont on ait tous les éléments date de 1600. Et les princes de la Renaissance ont utilisé délibérément l'opéra. C'était fait pour présenter un modèle d'ordre dont le prince était le vecteur principal. Alors on le voit très bien quand on analyse l'opéra baroque. Plus tard, mettons au XIXe siècle, pour pas multiplier les exemples, mais au XIXe siècle, c'est une représentation d'opéra qui a été à l'origine de l'indépendance de la Belgique, de la Révolution belge. C'est des représentations d'opéra qui ont cristallisé l'imaginaire italien dans la lutte de leur indépendance. C'est Verdi, Viva Emanuele e Re d'Italia. Et pour prendre un exemple au XXe, c'est l'utilisation de Wagner par les nazis, qui a été extrêmement importante et délibérée. Donc l'opéra a, je dirais, un rôle politique évident à jouer dans la cité.
De même qu'à partir du moment où on peut soutenir que l'opéra peut susciter l'imaginaire politique, disons, peut encourager, cristalliser, on peut imaginer qu'il suscite des crimes politiques. Mais je constate la même chose, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait ma voisine il y a une minute, c'est que à l'opéra, comme dans le mélodrame, il n'y a pas de crime politique. Enfin, si je prends en particulier les opéras qui sont réussis, parce que vous avez toutes sortes de... Dans tout art, vous avez des essais, des erreurs, puis ensuite, la postérité fait le tri. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui sont vraiment des œuvres qui sont écrites de façon indépendante d'une mode, d'engouement, et qui restent comme des œuvres d'art éternelles, disons, enfin, l'éternité de notre humanité. Donc, dans les œuvres vraiment dans lesquelles on reconnaît le genre, disons, qui incarne les valeurs du genre, c'est-à-dire des opéras vraiment qui, vous les entendez 400 ans après, ils vous disent toujours quelque chose. Je ne vois pas d'exemple de crime politique en tant que tel. Et c'est d'ailleurs facile à comprendre finalement, parce que c'est cet art extrêmement émotionnel et très peu rationalisé, très peu intellectualisé, évacue automatiquement la dimension rationnelle et politique au profit de l'émotionnel. Et le crime politique, même, il y en a qui sont repris dans des opéras, par exemple l'histoire du roi de Suède Gustave III, qui a inspiré plusieurs opéras au XIXe siècle. Le crime n'est pas un crime politique, c'est toujours un crime passionnel. C'est une histoire d'amour. Ou bien, autre exemple, Boris Godunov, le vrai crime politique. Il y a deux crimes politiques dans l'histoire de Boris Godunov. Il y a deux crimes politiques dans l'histoire, du point de vue historique. Il y a soi-disant l'assassinat, puisque ça n'est pas prouvé, ça n'est pas été établi historiquement, l'assassinat du petit Dimitri par Boris Godunov qui lui a permis de s'emparer du pouvoir. Et puis, ça, c'est le premier crime politique. Et le second crime politique, c'est l'assassinat du fils de Boris Godunov. Après la mort de Boris, son fils Fédor est devenu tsar et a été assassiné quelques semaines après. Il a régné quelques semaines, le malheureux. Et ces deux crimes politiques authentiques ne sont ni l'un ni l'autre dans aucune des deux versions de l'opéra de Mussorgsky. Voilà, et je m'arrêterai là. Est-ce que cependant, dans la Tosca, l'amant de Tosca, qui apparemment aussi est bien un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique, oui. Exécuté. Et justement, on tourne autour de la mort, puisque... Mon cher ami, la clé de l'histoire, c'est la possession de la Tosca, c'est pas le... C'est Scarpia fait exécuter. Pour les tous, tu retrouveras toujours le même problème, c'est que le crime n'est pas politique, il est prétendument politique. La politique et l'histoire à l'opéra sont une espèce d'armature sur laquelle tu suspends le vêtement. Enfin, c'est un porte-manteau. Je dirais d'ailleurs d'une façon générale de l'histoire. Est-ce qu'indirectement quand même, il n'y a pas, une prise de risque de la part des auteurs? Vous évoquiez tout à l'heure les opéras qui tournent autour de ce thème de l'assassinat du roi de Suède. Il y a quand même des auteurs d'opéras, si je ne m'abuse, qui ont, pour éviter la censure, qui auraient frappé une œuvre évoquant un régicide, même si l'histoire est une histoire passionnelle en définitive, qui ont transposé dans un autre milieu une histoire qui, à l'origine, est bien celle-ci. Donc, d'une certaine manière, le théâtre, même si il se réduit, et dans le fond, dans la tragédie grecque, bien sûr, on a bien là des histoires de famille, des sombres histoires de famille, ou des histoires passionnelles, mais malgré tout, qui apparaissent ou qui peuvent apparaître pour le public aussi comme un élément d'un débat politique, notamment autour de la mort du tyran, de la mort de l'oppresseur, etc. Et donc se pose tout de même le problème de la censure ou de l'autocensure. Madame Hubersfeld l'évoquait à l'instant, et je crois qu'il y a un exemple assez spectaculaire d'une censure un peu étonnante avec l'assassinat du duc de Guise. Ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la pièce de Renoir. La première représentation, la première pièce jamais écrite sur l'assassinat du duc de Guise est une pièce de Jules Renoir qui a été jouée pour le mariage de Napoléon et Marie-Louise en 1810. Le soir même de la représentation, la pièce était interdite par l'empereur qui avait horreur de la représentation du crime politique sur la scène. Et Louis XVIII, en 1815, va très libéralement, lui, proposer
parce que c'est une proposition et non pas une acceptation, proposer que le théâtre français reprenne la pièce de Renoir. Et donc c'est un des cas célèbres là, de censure. Mais vous parliez aussi d'une censure de Musset, donc qui, avant la Révolution de 48, juste après la Révolution de 1830, permet les étudiants. Oui, mais alors, la pièce n'est pas jouée, c'est simplement le texte. Mais le texte a été censuré. Il s'est censuré. Alors, on ne sait pas. Ce qu'on ignore, c'est s'il a censuré le fait de Musset ou le fait de son éditeur. C'est difficile à savoir. Jacqueline a pensé, vu ce que je sais des mœurs éditoriales, Faites attention qu'il y a un salon du livre où les éditeurs sont nombreux, quand même. Ça n'est pas satirique, simplement factuel. Il y a dû y avoir une discussion. Vous voyez, j'imagine que ça a été le fruit d'une conversation. Je pense que ça, c'est comme ça. Maintenant, si je peux ajouter quelque chose après cette réflexion sur l'opéra, vous savez, il y a quand même quelque chose de très parlant. C'est que tout texte, que ce soit la tragédie grecque, que ce soit la tragédie classique, surtout la tragédie, surtout les pièces justement qui tournent autour d'une mort violente, il y a toujours deux aspects. On peut toujours, et ça je jette un petit coup d'œil du côté de la mise en scène, du metteur en scène, il est toujours possible de l'orienter vers une vue passionnelle, personnelle, familiale, et vers une vue politique. Regardez ce qui se passe dans Phèdre. Moi, j'ai vu Phèdre X fois jouer. On peut jouer le drame passionnel de la pauvre Phèdre, éprise de son beau-fils. Bien. Mais c'est aussi l'histoire d'un héritier trop pressé, ou dont on imagine qu'il est trop pressé, qui est bien content de savoir que papa a disparu. Et quand papa revient, les choses se gâtent. C'est un petit peu comme Boris Godunov. C'est une lecture mélodramatique que vous faites. Don Carlos. Mais oui, mais alors moi, je l'ai vu monter comme ça, Phèdre. Oui, Claude Mossé. C'est-à-dire avec l'accent mis sur le conflit du père et du fils. Oui, mais c'est vrai aussi de la tragédie grecque, parce que le conflit du père et du fils, c'est aussi un conflit de pouvoir. C'est aussi le contrôle du pouvoir. Et par conséquent, c'est un politique. C'est vrai pour les auteurs eux-mêmes, d'ailleurs. Vous avez, effectivement, entre les deux versions de Moussorgsky, vous en avez une qui est beaucoup plus politique que l'autre. Il y a un autre exemple qui est celui de Don Carlos, par exemple, où Verdi a fait deux versions. L'une qui est une version centrée sur l'histoire d'amour et l'autre qui est beaucoup plus centrée sur la politique, sur la version de milanaise est beaucoup plus politique. Mais alors, est-ce que, là je m'adresse au metteur en scène, donc Gildas Le Boterf, comment fait-on? Moi je suis spectateur de base, et quand je vais voir un spectacle, j'ouvre de grands yeux, et effectivement, on peut voir la même pièce, je n'oserais pas dire sans reconnaître que c'est deux fois la même pièce, mais comment techniquement on peut s'y prendre pour faire qu'une fois Phèdre soit une histoire d'amour, une autre fois un conflit de pouvoir. J'ai pris Phèdre, mais vous êtes libre de prendre bien d'autres exemples si ça vous arrange. Oui, surtout que le crime est moins évident dans Phèdre que dans d'autres pièces. Donc moi, je ne suis pas un homme de savoir. L'histoire du théâtre que vous arrivez à analyser de manière très précise m'intéresse surtout dans la mesure où le théâtre est un art vivant qu'on pratique aujourd'hui et dans lequel on va reprendre interminablement des classiques ou des mythes. Et donc, en ce qui concerne le crime, par exemple, ce qui est frappant, c'est que justement, le crime est rarement figuré au théâtre. En général, il est déjà accompli lorsque commence la pièce, ou alors c'est le sujet de la pièce que de savoir comment on va aboutir à un crime libérateur, par exemple. Donc c'est soit une origine, soit un but. Est-ce à dire que pour autant le crime n'a aucune valeur spectaculaire? Ça n'est pas évident, mais on doit reconnaître qu'il y a une très faible tradition de représentation du crime sur la scène. Alors il y a une tradition qui est celle un peu du grand guignol, du boulevard du crime, si bien décrite dans Les Enfants du Paradis. Il y a dans le théâtre contemporain, là parmi les tout jeunes metteurs en scène, même parmi certains qui sont à la mode et moins jeunes, une sorte d'utilisation un peu provocatrice du geste meurtrier. Mais là on a affaire à une concurrence très forte parce que on est privé de moyens scénographiques importants. En fait, le crime représenté n'a pas une valeur spectaculaire très forte. On voit chez Mathias Langhoff, par exemple, personnage énucléé, c'est-à-dire on lui retire un œil. On voit chez Pierre Pradinas, par exemple, qui est passé ici avec le Néron, un flot d'hémoglobine très artificiel. En général, c'est contourné parce que
si l'on pousse les faits trop loin scénographiquement, on se retrouve dans une tradition un peu triviale, populaire, qui, je crois, ne qualifierait pas l'œuvre suffisamment comme œuvre d'art. Donc, curieusement, le crime est un peu absent des scènes. Le crime figuré, j'entends par là. C'était tout à fait vrai dans le théâtre grec. On racontait le crime où on entendait à la rigueur le cri de celui qui était, par exemple, dans la mort de Clytemnestre. On entend hurler, on entend, ou plutôt quelqu'un sur la scène dit « Ah, ces cris » ou « Que sont ces cris », etc. Mais on ne voit pas le meurtre de Clytemnestre. Et à d'autres époques, au contraire, on montre le crime sur la scène. Oui, mais alors, je suis très frappée. Je travaille sur Coltès en ce moment. Je suis très frappée de quelque chose. C'est que dans Roberto Zucco, qui est la pièce même de l'assassinat du serial killer, le premier meurtre, qui est le meurtre de la mère, est un meurtre non spectaculaire. Il l'embrasse, il lui serre le cou, mais on ne le voit pas. C'est un meurtre, si l'on peut dire, invisible. Quant au meurtre de l'inspecteur, on ne le voit pas non plus, il est hors scène. Il est raconté par la pute. Alors là aussi, si extraordinaire que ça puisse paraître, dans la pièce même du meurtre généralisé, le meurtre n'est pas montré. Et à l'opéra, Gérard À l'opéra, le meurtre est assez souvent montré, finalement. Carmen. Je pense... Carmen. Mais ça n'est pas un meurtre politique, Voilà. c'est ce que je voulais dire. Mais De Loulou à Tosca, le bal masqué, je peux multiplier les exemples de meurtres en scène qui sont inscrits dans la partition, si j'ose dire. Simplement, il n'est pas politique, je suis désolé de le répéter, mais... Oui, mais revenons. Je reviens à ma question parce que vous avez tourné autour, mais vous n'y avez pas répondu quand même. Faut garder toujours des haricots. Mais mais c'est de bonne guerre et je ne vous en fais pas le reproche. Je suis d'accord avec vous que dans Tosca, c'est bien en effet une sombre histoire d'amour. Mais est-ce que, alors là encore, je m'adresse aux metteurs en scène ou aux spécialistes de décor, il n'y a pas une manière de montrer la mort de l'ignoble Scarpia comme aussi une lutte contre l'oppression politique, Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce que c'est simplement la mort d'un barbon un peu répugnant et donc... Je suis résolument bavarde. Pour moi, Allez-y. la Tosca, c'est un double meurtre politique. Parce qu'après tout, Il y en a deux. Oui, laquelle? le jeune héros, c'est parce que c'est un révolutionnaire Bien sûr, qu'on le oui. tue. C'est pas parce qu'il est mignon. Non. Et quant à Scarpia, on le tue pourquoi? Parce qu'il a décidé un meurtre. Et Parce que qu'il est un si oppresseur. elle veut sauver son petit mignon, elle peut se précipiter à le tuer à mort. À l'opéra, je me bornerai à parler de la version opératique. À l'opéra, elle le tue parce qu'il veut la violer. Et c'est d'abord ça le problème, non? Oui, mais C'est la façon de sauver son honneur. Dans en quelle fait. mesure le viol n'est-il pas aussi l'image? Ah ben non, mais parce De que la- c'est un homme de pouvoir. Tout est cohérent dans cette affaire. C'est un homme de pouvoir, donc qui prend... c'est un prédateur, c'est un grand prédateur, Je Scarpia. ne vous le fais pas dire. Oui, non, bien sûr. Mais loin de moi de ne pas vouloir le dire. Loin de moi de ne pas vouloir le dire. C'est un grand prédateur et le personnage est totalement cohérent. Ben oui. Scarpia. Bon, donc il se conduit avec les femmes comme il se conduit avec l'ensemble de son entourage. Il prend Alors, c'est son une histoire ménagement. politique. Bon. Oui, Alors- si vous voulez, non, c'est une histoire humaine, parce que ça fait partie, c'est une des dimensions de l'espèce humaine, qui n'est pas une espèce toujours sympathique, pardonnez-moi. Et la politique, c'est-il pas une affaire humaine? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Si. Là, je pense que là-dessus, d'accord tout le avec monde vous. sera d'accord. Non, Mais alors, pas de- est-ce que... Ma question était un petit peu plus large, si vous voulez. Je crois que le cas de Tosca est, d'une certaine manière, relativement simple. Mais ma question était, est-ce que une même pièce, qui n'est pas a priori politique, n'est pas forcément chargée d'une dénonciation politique, est-ce qu'il y a, dans la manière de mettre en scène, et je crois qu'il y a eu des exemples récents, une manière qui peut gommer totalement l'aspect politique. On peut monter une pièce en la réduisant à ce conflit passionnel, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas, par le choix de la mise en scène, du décor, du cadre, tout le monde a entendu parler de ces pièces
qui sont des pièces parfois du XVIIe siècle, où on nous représente des costumes modernes, avec parfois des connotations politiques fortes. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de souligner, au contraire, un aspect politique? Et est-ce que ça n'a pas un sens pour l'historien, dans le fond, de voir que, selon les besoins du moment, on peut utiliser un théâtre apparemment désincarné, en tout cas éloigné de la vie politique ou de la dénonciation politique, pour en faire une dénonciation politique? Et est-ce qu'on peut le faire avec n'importe quelle pièce? Je ne répondrai pas à la question de manière aussi directe. Non. Mais, par exemple, on voit qu'un certain nombre de classiques, entre guillemets, ou de pièces antiques sont remontées régulièrement par les metteurs en scène désignés comme les plus avant-gardistes. Le choix même de ces mythes ou de ces pièces est en soi une réactualisation, puisqu'il s'agit de parler de tel ou tel thème ou de l'illustrer. Le fait, par exemple, de le jouer, comme on l'évoquait tout à l'heure, tragédie grecque en costume moderne, est peut-être le moyen le plus plat, le plus minimaliste, le moins évident. Parfois, peut-être à l'opéra, ça peut provoquer un choc, mais au théâtre, c'est beaucoup plus d'apercevoir, par exemple, qu'aujourd'hui, en temps de résistance à des systèmes totalitaires ou des menaces, par exemple, ressortent des auteurs tels que Brecht, Sartre, désignés il y a encore 10-12 ans comme des personnes définitivement oubliées parce que trop connotées historiquement. Donc rien que le choix et le fait de les remonter est déjà en soi une actualisation du discours. Après, il y a évidemment tout le problème du théâtre vivant, c'est-à-dire de la pièce elle-même au moment de la représentation, qui utilise tous les artifices, je dirais, de cet art qui progresse, mais qui reste quand même dans les règles d'un jeu assez connu, le talent des comédiens, la justesse du propos, les silences et tout l'entourage, y compris le décor. Mais là, oui, la transposition d'une pièce dans une autre époque date de l'époque romantique, en fait. Et là, peut-être, nous devrions parler, à Nubersfeld, puisque c'est un de vos sujets, du théâtre shakespearien, qui est aussi rempli de crimes politiques. Oui, mais alors... Et de son interprétation à l'époque romantique. Si je peux me dire un mot à propos des problèmes, justement, de la mise en scène politique. Il y a deux écoles sur ce point. Il y a l'école de la modernisation. On va faire comprendre qu'il s'agit de problèmes politiques qui nous touchent encore, en modernisant, avec des costumes contemporains, quasi contemporains. Ou alors, au contraire, ça c'était la thèse de Vitesse, on va montrer l'ancien, pour montrer la profondeur du temps. Et en montrant la profondeur du temps, on montrera le rapport à notre époque, par une espèce de travail métaphorique. Alors il y a les deux. Personnellement, je tiens que cette deuxième tactique est préférable. Mais je me trompe peut-être. Il y a des exemples du contraire. De temps en temps, une modernisation brutale des costumes, même de la gestuelle des comédiens, peut produire en effet un choc révélateur. Non, on peut ajouter comme certaines considérations que malheureusement... Je me souviens plus trop ce que je voulais dire sur cette question. Pourtant, c'était en rapport direct avec... Mais je vous laisse le temps de trouver une chose... Quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce que vient de dire Anne Nubersfeld, c'est qu'en définitive, le travail du metteur en scène ressemble beaucoup à un travail d'historien. Parce que je crois que s'il y a une chose dont l'historien un peu lucide est bien conscient, c'est qu'il ne cesse de modifier son questionnement, ça serait la même chose que modifier sa mise en scène, en fonction des intérêts, des interrogations de l'époque. Et donc, en définitive, on a là aussi une conjonction entre les deux qui me paraît particulièrement intéressante. Vous avez peut-être retrouvé ce que vous vouliez dire. Oui, justement, ce que je voulais souligner, moi, c'est quelque chose qui est d'ailleurs déjà été dit, c'est que le théâtre est un art du mensonge. Donc, en gros, c'est pas celui qui dit qui est, vous voyez. Les acteurs font le discours de l'auteur, qui souvent a un contenu politique dans l'intention même du texte, mais il y a une sorte de médiation. Bon, dans les origines, c'était le masque ou le costume. Aujourd'hui, c'est une manière peut-être commode de traiter un problème politique dans un endroit où, logiquement, on ne l'attend pas. C'est une manière de combattre le mensonge par le mensonge, par exemple, le mensonge politique réel. C'est une manière qu'a une société, par exemple, de se questionner sans risque, je dirais, de manière confortable dans l'obscurité. Vous voyez, donc c'est le théâtre politique, même contemporain, a encore cette valeur ambiguë. Mais alors justement, est-ce que c'est pas aussi l'explication du renouvellement constant des mêmes thèmes, des mêmes mythes? Par exemple, une chose qui est très frappante, c'est la place d'Antigone. Oui. Dans l'histoire du théâtre, Antigone, qui est l'un des premiers chefs-d'œuvre du théâtre, et j'ose presque dire d'un théâtre politique, en tout cas, qui interroge
directement le politique sur la vie de la cité. Est-ce qu'on gouverne pour soi ou pour tout le monde? Bon, entre autres, c'est pas la seule interrogation. Or voilà un thème qu'on peut, curieusement, qui devait émouvoir au plus profond les Athéniens au 5e siècle et qui aujourd'hui a encore un sens pour nous. Oui, et en particulier, ce qui est assez extraordinaire dans le cas d'Antigone, c'est que si on lit la pièce simplement au niveau de l'explication, de quoi s'agit-il? D'une jeune fille qui veut ensevelir son frère et qui veut rendre à son frère donc les honneurs funèbres normaux. Or, c'est interdit, ça lui est interdit par l'autorité, par le pouvoir qu'incarne son oncle Créon, et donc elle va se dresser contre ce pouvoir. Et à partir de là, Antigone devient, à travers non seulement les représentations au moment où on a joué la pièce, certainement la signification de l'opposition entre des droits différents, entre le droit familial et puis le droit de la cité. Mais ensuite, on a réinterprété, renouvelé ce thème d'Antigone pour faire d'Antigone, en fait, la résistante par excellence, celle qui s'oppose à l'injustice, et à l'injustice que serait précisément l'interdiction d'ensevelir son frère. Autrement dit, au point de départ, on a un comportement qui s'inscrit dans une tradition à la fois religieuse et familiale et qui devient un comportement politique. Et par là même, la condamnation d'Antigone, emmurée vivante, pas enterrée vivante, devient un crime politique. C'est le crime du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir tyrannique de Créon contre l'innocence que représente Antigone. Et d'Antigone de Sophocle jusqu'à l'Antigone d'Anouilh. Oui, alors il s'est passé pour Antigone quelque chose d'extraordinaire dont j'ai été le témoin. Ça a été, dans l'hiver 43-44, l'Antigone d'Anouilh. Or, l'Antigone d'Anouilh, qu'est-ce qu'elle racontait? L'Antigone d'Anouilh, si vous la lisez bien, elle est complètement pour le tyran contre Antigone. Et c'était une machine de guerre contre les maquis. Et ça a été entendu comme tel. Et moi, qui étais en mission pour la résistance de Lyon à Paris, je suis allé voir l'Antigone d'Anouilh et je l'ai entendu comme ça. Ce qui prouve que c'est un exemple extraordinaire. Oui, de renversement. Du renversement possible oui. du mythe. Du renversement possible de l'histoire en fonction d'un contexte historique précis. À la fois une valeur universelle d'un mythe et son renversement, qui est tout à fait extraordinaire. Là, je pense que on doit être nombreux ici à découvrir tout d'un coup cette dimension de l'Antigone d'Anouilh, je dois dire. Mais est-ce qu'il y avait des chances qu'elle soit représentée? Aurait-elle été représentée dans l'hiver 42-43, dites-vous? 43-44, sans évidemment ce renversement. On peut évidemment en douter. On voit mal l'Antigone dressée contre Créon. Oui, mais n'allez pas si loin. Parce que dans les mêmes années, il y a eu la pièce de Sartre. Oui. Comment? Les mouches. Oui. Qui était, elle, orientée dans un sens inverse. Oui. Alors, ça n'est pas radical. Mais de toute manière, moi, je voudrais bien dire quelque chose de général et de brutal. Allez-y. Je crois que le théâtre, quand il est vraiment, le théâtre est autre chose qu'un divertissement mondain. Je crois que le théâtre est toujours théâtre de la cité. Oui. Je crois qu'il investit toujours l'homme politique, c'est-à-dire le citoyen, nous tous. Et il est toujours le théâtre d'ici maintenant. Le théâtre est toujours le théâtre concret aujourd'hui, monté aujourd'hui. Et ça, c'est le travail des metteurs en scène et des artistes concrets. De ramener un mythe, un texte ancien, tout ce qu'on veut, à ce qui est, nous, spectateurs d'aujourd'hui. En principe, le théâtre politique peut être une sorte de critique de l'histoire. Ce qui est frappant, c'est que dans le théâtre classique français, jamais ou presque l'histoire de France n'est prise à témoin. C'est toujours justement un renvoi au mythe, ce qui renforce encore le côté indirect. Par contre, on peut mettre peut-être des gens comme Sartre un peu à part, mais on peut pas considérer que ce soit toujours une réussite sur le plan dramatique. Par contre, les Allemands, par exemple, s'emparent très souvent de l'histoire de France, enfin très souvent de temps à autre. Pour la citer, par exemple, Brecht avec Sainte-Jeanne des Abattoirs ou Büchner avec la mort de Danton. Donc curieusement, les Français n'utilisent pas ou peu, Victor Hugo peut-être une exception encore, n'utilisent pas leur propre histoire. Est-ce que ça veut dire que le discours est encore plus désengagé par rapport à notre réalité? C'est une question importante par rapport à la résistance, par exemple. Oui, bien sûr.
Est-ce que, par exemple, dans le théâtre, alors très contemporain, puisqu'on l'a évoqué, vous donniez encore des exemples de théâtre contemporain, est-ce que la représentation théâtrale est aujourd'hui encore un enjeu politique dans certains cas? Est-ce que la situation, j'imagine, diffère entre les grands États démocratiques, disons, et puis des États où la situation n'est pas aussi simple? Est-ce que on évoquait l'Allemagne, et c'était l'Allemagne démocratique, si j'ose dire, donc celle qui ne l'était pas, ou dans l'URSS, il y a eu quand même des exemples, là aussi, où le théâtre s'est vu interdire. On s'est retrouvé dans la situation de la censure qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que là, on a des... Si vous voulez, en France, ce qui est frappant, c'est que c'est le système même, le système d'État du théâtre, qui conditionne en quelque sorte un peu le discours. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies, tout un système de subventionnement qui font qu'un certain discours est, entre guillemets, admissible, même s'il n'y a pas de censure directe. Mais il est probable que des gens comme Armand Gatti, par exemple, qui ont pris le parti de travailler un petit peu dans l'obscurité, un peu en marge du système, peuvent mener davantage une sorte de combat politique, entre guillemets, par le théâtre. Mais il s'adresse là à des populations spécifiques. On peut considérer, à contrario, que le système français favorise un certain discours dramatique. Certains vont plus loin, comme Marc Fumaroli, en disant que c'est carrément un théâtre d'État. Et certains, d'ailleurs, comme Patrice Chéreau, par exemple, admettent qu'ils sont la génération Mitterrand, qu'ils ont monté un certain nombre de pièces significatives d'une certaine montée des idées, et qu'en fait, le théâtre, à cet égard, est une parfaite illustration de la vie sociale. Vous avez bien dit quelque chose à propos de Brecht. Et je crois que nous avons tous, enfin bon, la plupart d'entre nous, nous avons de Brecht une idée préconçue qui n'est peut-être pas absolument juste. Parce que Brecht est un immense homme de théâtre dont l'écriture excède de beaucoup toutes les prises de position politiques. Alors je pense que si on lit réellement des textes comme Mère Courage ou Le Cercle de Grec caucasien, ça va bien au-delà des luttes politiques du moment. Et c'est en ce sens que ça peut être lu maintenant pour nous autrement. L'universalité. Oui, il y a le caractère universel, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut encore jouer des tragédies de Sophocle ou d'Échille, pourtant qui ont été bâties, et Claude Mossé le rappelait tout à l'heure dans sa présentation liminaire, dans un cadre, dans un moment, dans un instant très précis, lié à un débat politique qui agitait les Athéniens. Or, je pense que ça vous laisse relativement indifférent aujourd'hui pour savoir s'il faut enlever les pouvoirs de l'aréopage. Est-ce que dans le domaine de l'opéra, Gérard Fontaine, on n'est pas un peu à l'abri de ce genre, par exemple, de piétinement de la langue, parce qu'on a un cadre imposé en quelque sorte? Oui et non. Je crois que j'ai le sentiment, en écoutant tout ce débat très, très intéressant, que le problème est le même et pas tout à fait le même. C'est-à-dire, beaucoup de choses que vous avez dites s'appliquent exactement à l'opéra. Mais l'opéra est privé de quelques moyens d'expression, notamment au niveau du langage, je l'ai déjà dit, mais en revanche, il y en a d'autres, notamment l'aspect visuel. Je crois que l'importance du développement du décor et de la mise en scène, de la scénographie d'une façon générale à l'opéra a un sens profond qui est de présenter des images qui remplacent l'image langagière finalement, puisque le mot est aussi une forme d'image. Donc, d'où l'importance du décor, qui est tout à fait central à l'opéra, alors qu'il est assez secondaire, à mon sens, au théâtre. On peut très bien imaginer, toutes les démonstrations nécessaires ont été faites en grandeur, en vraie dimension, au cours de l'histoire, que le théâtre peut parfaitement se passer de décor, alors que l'opéra ne peut pas se passer de décor, à mon sens. Donc, sinon, d'une façon générale, à l'opéra, le problème se pose exactement dans les termes que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un problème d'ordre ou de désordre, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il faut que l'ordre soit violé d'une façon ou d'une autre, et de rétablissement de l'ordre. Là est le grand mythe, et là est le cœur du débat, puisque c'est là que s'enracine le lien entre spectacle, disons en général, opéra ou théâtre, et politique. Effectivement. Donc, alors c'est aussi la raison pour laquelle on peut interpréter toute pièce de théâtre, tout opéra, dans le sens de la politique ou pas dans le sens de la politique. Et il y a une utilisation évidente du théâtre comme de l'opéra dans la cité, enfin dans l'émotionnel, l'imaginaire collectif. Il y a un retentissement, une capacité de retentissement, dont d'ailleurs la censure de tous les temps, sous toutes ses formes, est l'exacte mesure. Et on peut aussi dire
réactualiser l'opéra, absolument. Parfaitement, Le théâtre. parfaitement. Turandot, entouré de gardes rouges, Ah, mais gardes rousses, parfaitement. plutôt. Mais non, mais l'imagination doit être au pouvoir. L'imaginaire du metteur en scène doit être au pouvoir, effectivement, et rendre plus lisible. Encore qu'il y a des œuvres qui n'en ont pas vraiment besoin, mais bon, peut toujours. En réalité, l'opéra, à mon sens, est un spectacle extrêmement paresseux. C'est-à-dire que on vous présente un rêve éveillé, complètement préparé pour. Le spectateur a très peu d'efforts à l'opéra, enfin moins qu'au théâtre, me semble-t-il, a très peu d'efforts d'imagination à faire. On apporte davantage d'éléments à l'imaginaire, à l'opéra qu'au théâtre. Le théâtre est un art certainement plus intellectuel, qui demande plus d'efforts, qui demande plus de... Donc, où le metteur en scène, je pense que le travail du metteur en scène est plus important. Enfin, ça peut se discuter, mais c'est une impression que je livre à votre appréciation. Je voulais juste poser encore une question à Anne Hubersfeld. On a beaucoup insisté sur l'aspect crime politique ou assassinat politique, mais le théâtre, ça peut être aussi le lieu de la dénonciation de certains comportements politiques, comme le racisme ou des choses comme ça. Il me semble que vous aviez un exemple intéressant tiré d'une pièce de Coltès. Oui, justement. Alors, le théâtre de Coltès est un théâtre qui montre la violence généralisée. Mais il la montre avec une volonté de dénonciation qui est quand même flagrante. Il m'est arrivé quelque chose d'assez parlant, comme ça, une histoire personnelle. Je travaille sur Coltès, j'écrivais quelque chose et en particulier, je relisais La nuit juste avant les forêts, le premier grand texte joué de Coltès. Et dans cette pièce, il y a le héros qui rencontre une fille qui lui plaît. Il a un béguin pour une fille qui lui plaît. Et il plaît aussi à la fille. Et elle lui dit... Parfait. Tout va bien. Elle lui dit, viens avec moi, Minet, ce soir, on chasse le rat. Bon. Alors, le jour où je notais ça, Le Monde raconte ce qui suit. Les exploits des skinettes du Havre. Le 18 avril 1990, au bar La Boletta, ils étaient une vingtaine à écluser des bières et à réfléchir à une activité pour la soirée. Une ratonnade, a proposé, l'a adopté. Ils rencontrent un Mauricien, lui font boire un mélange sans doute de bière et d'eau de javel, le jettent à l'eau, il ne se noie pas, mais meurt empoisonné. Les bourreaux reviennent au café tout heureux, ils ont fait son affaire au boucac. Mots concentrés de bougnoul et de macaque. Plus tard, ils recommenceront. Exemple tragique. Je trouve cette juxtaposition parlante. Or, c'est le travail que fait Coltès à propos de la violence. Quand, dans Roberto Zucco, Roberto, angoissé, regarde dans une gare, regarde les gens, et il dit « Je suis déjà enfermé au milieu de ces gens. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Un signal se déclenche dans leur tête et ils tuent. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde va tuer tout le monde. Moi, je sais très bien ce que ça raconte. Ça raconte quelque chose dont nous avons tous été témoins. C'est par exemple la naissance d'une bagarre absolument absurde entre deux automobilistes qui se sont légèrement froissés la carrosserie. Oui, alors le rapport que le théâtre entretient avec la réalité reste très ambigu, mais quand même beaucoup plus large que celui qu'il entretient avec l'histoire. Reste à savoir si un fait divers est réellement la traduction d'un fait d'histoire. On peut certes le penser, mais c'est un autre débat. Ça n'est pas toujours fait divers et histoire, ça a beaucoup agité les historiens pendant longtemps. Ce que je veux dire, c'est que la valeur historique de l'œuvre de Coltès n'est pas très évidente, mais ça me suggère une anecdote. Déjà, le fait qu'il a appelé sa pièce Roberto Zucco, qui renvoie directement à un personnage vivant et contemporain, a beaucoup créé d'émotions et également de déception, parce qu'il ne traite pas, par exemple, en profondeur l'image, le personnage de Roberto Zucco tel qu'en lui-même. Il traite beaucoup plus la figure du criminel annoncé, poursuivi par une sorte de fatum, en fait. Et c'est ce qui rend la pièce, ce qui lui permet de dépasser le fait divers, justement. Tragique,
Oui, non, mais voyons Bien sûr. qu'au moment de sa création, par exemple, on en parlait tout à l'heure à Chambéry, les forces de police et de douane, tout particulièrement, situées à 150 km de là où Roberto Zucco a battu un douanier, ont fait de multiples pressions pour que la pièce ne soit pas jouée à sa première. La femme du douanier s'est enchaînée symboliquement aux portes du théâtre et il a fallu déprogrammer pour aller reprogrammer ailleurs où un metteur en scène plus en renom, pouvait, à mon avis, avec des reins solides, empêcher cette forme de censure. Donc, à tout le moins, on voit un rapport direct entre l'actualité, la valeur historique et surtout la valeur morale, je crois, du théâtre. Oui, je crois que ce qui vient d'être mis en évidence, c'est que de toute façon, il est bien clair que le théâtre, quel qu'il soit, même les pièces les plus politiques, les plus directement politiques, ont, Dieu merci, une ampleur qui dépasse de très loin l'intérêt historique et qu'il y a toujours la valeur morale de la pièce qui, évidemment, interroge tout le monde et pas simplement les historiens. Dieu merci, les auteurs de théâtre n'ont pas écrit pour les historiens. C'est nous qui les utilisons de façon peut-être parfois abusive. Donc là, il faut que je joue mon rôle de meneur de jeu et de vous pousser dans vos retranchements. Shakespeare, le crime et son temps. Shakespeare, il me semble que la pensée politique de Shakespeare, elle était claire. Elle était par rapport à toutes les catastrophes de la fin de la féodalité en Angleterre. C'était le rêve et l'espérance, comme chez Corneille, chez nous un peu plus tard. Le rêve et l'espérance d'une monarchie centralisatrice qui va faire régner la justice. Il me semble que ça, c'est très clair. Et que l'insistance sur les catastrophes des guerres féodales, elle est absolument flagrante. Et Macbeth en est le plus bel exemple. C'est extraordinaire, Macbeth, de ce point de vue-là. C'est d'une clarté politique foudroyante. Du début à la fin, il n'y a pas moyen d'être plus clair. Et vous avez la même chose dans le Roi Lear. C'est peut-être encore plus remarquable dans le Roi Lear. L'abandon du pouvoir par le Roi Lear et l'éclatement du pouvoir du fait de cet abandon. L'éclatement du pouvoir et le recentrement du pouvoir. Le recentrement nécessaire du pouvoir. Le crime du Roi Lear, pas la faute majeure du Roi Lear, est de disperser son royaume. Oui, bien sûr. De l'éclater au profit de ses filles. Mais que le pouvoir non assumé doit s'expier, c'est là. Ah, ça, c'est... la pensée politique de Shakespeare, elle est d'une clarté sans bavure. Vous savez, ce qui est frappant avec Shakespeare, comme c'est vrai des plus grands, c'est que il y a toujours des plans différents. Et le plan des passions individuelles, le passion de la revendication de l'individu, il est là aussi. Alors, réduire Shakespeare à une pensée politique serait la même erreur que de ne pas l'avoir, la pensée politique. Oui, là, je crois que ça vaut sans doute pour tous les grands auteurs. Ça vaut pour tous les grands auteurs, mais théâtre et particulièrement d'opéra, pour Shakespeare. Bien sûr. Avec sa volonté, une extraordinaire volonté de totalisation. Il ne me reste donc d'abord qu'à remercier le public nombreux, attentif et passionné de ce débat et bien entendu à remercier aussi nos invités qui, je crois, ont fait de grands efforts pour essayer d'éclairer ce débat. Merci à tous.